Trico et aujourd'hui je vais vous parler d'intelligence artificielle. Comment démocratiser le machine learning avec TensorFlow. La question la plus difficile, euh, c'est souvent qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que personne n'a la même réponse. Ça c'est Lee Sedol devant AlphaGo qui se demande comment est-ce que c'est possible qu'il puisse être battu si facilement par une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est aussi, comme Thomas disait, les voitures autonomes. C'est aussi des choses mystérieuses qui permettent de transférer le style d'une image sur le contenu d'une autre, qui permettent d'annoter des images. Donc ici on voit un homme en t-shirt noir qui joue de la guitare, un maçon en veste de sécurité orange qui travaille sur une route, et deux jeunes filles qui jouent avec un jeu de Lego. Mais ça ne marche pas à tous les coups, c'est assez imprévisible. Donc ici on voit un jeune garçon qui tient apparemment une batte de baseball. La première chose que j'aime dire aux gens qui demandent s'ils ont besoin d'intelligence artificielle pour résoudre leurs problèmes, c'est vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle. Alors c'est bizarre de commencer une présentation sur l'intelligence artificielle avec ceci, mais souvent avec l'intelligence artificielle, on cherche à l'utiliser comme un marteau qui cherche un clou. Donc on va créer un problème simplement pour le résoudre avec de l'intelligence artificielle, souvent parce que ça aide d'écrire machine learning sur le site web de la société, ça permet de prendre de la valeur. C'est un mot hype, l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre à résoudre des problèmes avec l'intelligence artificielle sans avoir besoin de les créer d'abord. Pour ceci, j'ai choisi le problème extrêmement plausible de discriminer entre les chiens et les chats. Le problème est le suivant. On a un certain nombre d'images de chiens et de chats, labellées avec chien, chat, etc. Donc on sait quelles sont les images de chiens et quelles sont les images de chats. Et on cherche à partir de ce jeu de données à créer un système qui est capable de prédire si une nouvelle image est un chien ou est un chat. On appelle ça la classification d'images. Et pour résoudre ce problème, on va utiliser une méthode qui s'appelle le deep learning. Le deep learning, c'est l'idée de construire plusieurs représentations intermédiaires entre notre image de chien et notre concept de chien. Donc tout en bas, ici c'est dénommé comme input layer, on va avoir notre image de chien qui est en réalité simplement une matrice de nombres. Et tout en haut, on va avoir un concept qui représente chien ou chat. Ce concept, ça va être ultimement un vecteur ou un nombre qui va être 1 pour chien et 0 pour chat. Et pour construire ces représentations, on va utiliser du deep learning et je vais vous expliquer comment ça marche. Mais ces représentations, pour vous construire une compréhension, vont être de plus en plus abstraites, plus on progresse vers le concept de chien. Donc tout en bas, on va avoir des neurones dans notre réseau de neurones artificiels qui vont reconnaître des choses très simples comme des petits ronds noirs ou des traits, des concepts très très simples, des couleurs, des assemblages de couleurs qui ne ressemblent à rien du monde réel mais qui vont être utiles pour construire des objets du monde réel. Plus tard, on va avoir des objets qui ressemblent un petit peu à des yeux ou à de la fourrure, une texture qui ressemble à de la fourrure. Ensuite, des objets qui ressemblent peut-être à des chiens, si on cherche vraiment à avoir un chien. Et ensuite, notre réseau de neurones va être capable de construire des textures de plus en plus compliquées jusqu'à ce qu'il soit capable de dire ce que j'ai devant moi, c'est un chien. Pour formaliser le problème de manière mathématique, on va avoir une image d'entrée, x, et un concept de sortie, y, et on va chercher une fonction qui permet de transformer x en y. Donc à partir de n'importe quel x qui représente n'importe quelle image de chien ou de chat, trouver le concept associé chien ou chat. Mathématiquement, ça donne x une matrice ou un objet en 3 dimensions, un tableau en 3 dimensions, et y un vecteur avec 1, 0 qui va représenter chat, et 0, 1 qui va représenter chien. Ultimement, le chiffre de gauche va représenter la probabilité que notre image corresponde à un chat, et le chiffre de droite va correspondre à la probabilité que notre image soit un chien. Donc à partir de ces données un peu plus concrètes, on va chercher f, une fonction qui permet de transformer x en y. On va faire ceci en utilisant des opérations qu'on connaît déjà du traitement d'image. La première, c'est une convolution. Elle est connue pour des filtres qui permettent de transformer une image floue en une image moins floue, ou inversement. Mais nous allons l'utiliser pour transformer un concept concret en un concept un petit peu plus abstrait. En fait, on va avoir un noyau qui va passer au-dessus de notre image. Ici, le noyau est la matrice d'en haut, qui va passer sur notre image et qui va chercher
un pattern, un concept. Donc il va chercher par exemple un petit trait, ou un rond, ou un coin. Donc il va commencer par des choses très très simples comme ceci. Et mathématiquement, l'opération est définie comme une multiplication entre les nombres superposés, et la somme de toutes ces multiplications, ceci donne un nouvel élément de notre nouvelle matrice. Sauf que nous, nos images ne sont pas uniquement en 2 dimensions, ce ne sont pas simplement de la largeur et de la hauteur, on a aussi de la profondeur. On a 3 channels, R, G et B. Donc nos convolutions, nous allons les faire aussi en profondeur, et nous allons obtenir une matrice de profondeur arbitraire, puisque avec n noyaux, nous pouvons produire n nouvelles matrices. Ces n noyaux vont chacun chercher leur petit pattern, leur petit concept. Il y en a un qui va chercher un trait, l'autre un coin, l'autre un rond. Ils vont créer des sortes de petites cartes qui disent à cet endroit j'ai détecté un rond, à cet endroit j'ai détecté un coin, et ceci va permettre à son tour, après avec une autre convolution, de détecter des nouveaux patterns. Donc à partir de ronds et de coins, on va pouvoir détecter des angles un peu plus compliqués. Une voiture va être reconnue comme un assemblage de ronds et de traits de forme qui ressemble à une voiture. Une nouvelle opération que nous allons utiliser, qui est très simple, c'est la réduction de résolution. La réduction de résolution, ça permet tout simplement de faire moins de calculs, puisque on va voir plus tard que le deep learning est très lourd en termes de calculs. On fait beaucoup de calculs, et parfois on peut prendre plusieurs semaines pour résoudre un problème. Donc la réduction de résolution permet de faire 4 fois moins de calculs si simplement on segmente l'image en des sections de 4 par 4 et on prend de 2 par 2 et on prend le pixel ou le signal le plus fort de chaque région. Donc ça permet de réduire de la résolution en gardant le signal le plus fort. Donc on cherche à conserver l'information la plus intéressante. C'est-à-dire que si une convolution a détecté un angle très fortement à un endroit, si elle détecte le même angle un petit peu moins juste à côté, c'est l'information la plus forte, le signal le plus fort qui va être conservé, à savoir cet angle est bien présent puisque j'ai détecté très fortement à cet endroit. Encore une fois, on va agir sur des objets avec de la profondeur. Donc notre image de profondeur arbitraire va être réduite à une image de largeur et de hauteur divisée par 2, mais de même profondeur. On n'agit pas sur la profondeur. C'est chaque channel, chaque chaîne et chaque élément de profondeur est traité indépendamment. La dernière opération que nous allons utiliser, c'est on va écraser notre image, notre objet en 3 dimensions, qui va représenter un concept de plus en plus abstrait, plus on a fait d'opérations, en un vecteur, et puis on va multiplier ce vecteur avec une matrice, et ça va faire quelque chose de très similaire à nos convolutions. En fait, chaque vecteur de la matrice par laquelle on multiplie va être un noyau lui-même qui cherche à détecter quelque chose de global sur l'image, puisqu'il a l'information de toute l'image maintenant, il a le vecteur entier qui représente l'image en entier, et il va chercher un pattern qui va représenter un concept entier. Donc une voiture, il va chercher 2 roues, il va chercher une jante, un pare-brise peut-être, et à la fin il va dire puisque j'ai trouvé tous ces éléments dans mon image, alors j'ai très probablement une voiture. Puis nous allons composer toutes ces opérations pour créer ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Ici l'architecture que j'ai choisie pour résoudre le problème, pour discriminer entre les chiens et les chats, c'est 2 convolutions suivies d'une réduction de résolution, répétée une deuxième fois, puis on écrase en vecteur et on effectue 2 multiplications matricielles. On va appeler notre réseau de neurones f de x parce que c'est la fonction qu'on cherche pour résoudre notre y est égal à f de x. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va implémenter, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème concrètement, comment est-ce qu'on va trouver f de x maintenant qu'on a nos opérations, comment est-ce qu'on va trouver les paramètres de nos opérations, à savoir les noyaux de nos convolutions et les noyaux de nos multiplications matricielles, pour que f de x soit bien égal à y. Eh bien, on va commencer par implémenter notre fonction avec TensorFlow. Le modèle d'exécution de TensorFlow est le suivant. Il va construire un graphe comme un compiler avec des valeurs et des opérations. Donc ceci est un arbre d'exécution. Y va être on va partir avec des nœuds fondamentaux. Les 3 types sont le placeholder. Le placeholder, c'est une variable d'entrée. Donc notre programme d'entrée va prendre une image du chien ou une image du chat. Le A ici va correspondre à un paramètre, donc paramètre qui va être choisi arbitrairement ou appris avec du machine learning. Donc, on va les appeler des variables parce que nous ne les spécifions pas à chaque fois qu'on fait tourner le programme, elles sont fixes. Et le 3e type de nœud va être une opération. Donc les opérations permettent de transformer nos entrées à l'aide des paramètres. Et donc TensorFlow permet de spécifier un graphe
d'une fonction, donc de décrire une fonction sous forme de graphe, puis de la compiler. Il ne fait pas tourner immédiatement la fonction, c'est très important, il crée un graphe statique que ensuite nous allons pouvoir exécuter. Dans ce cas précis, la fonction représentée est y est égale à ax plus b. Mais nous allons chercher à créer une fonction bien plus compliquée qui correspond à celle-ci. Donc composer des convolutions, puis des réductions de résolution et des multiplications matricielles. Pour coder ceci, Google a créé TensorFlow. TensorFlow se matérialise sous la forme d'une bibliothèque ou d'une librairie. Et le code va devenir très simple. Nous allons définir la fonction qui va décrire notre fonction mathématique, notre réseau de neurones, qui va tout simplement être une composition de plusieurs fonctions. Donc nous appelons d'abord des convolutions, puis une réduction de résolution. Et ici, les chiffres, la liste des chiffres que vous voyez, donc on appelle conv de entrée de 3, 3, 3, 16. Les deux premiers nombres vont correspondre à la forme de notre noyau. On veut un noyau de 3 par 3. Le troisième nombre va correspondre à la profondeur de notre image d'entrée et le quatrième nombre va correspondre à la profondeur de notre image de sortie. Donc nous allons créer 16 noyaux de forme 3 par 3 qui vont agir sur une image de profondeur 3. Encore une fois, la deuxième convolution est définie de manière similaire. Puis nous réduisons la résolution. Donc, la réduction de résolution permet aussi d'agréger des informations. Puisque les informations sont plus proches, les noyaux des convolutions suivantes sont capables d'avoir une vision un petit peu plus large sur notre image d'entrée. Donc nous allons encore faire des convolutions, puis une réduction de résolution finale. Et finalement, nous allons écraser notre image sous forme de vecteur. Le 1 qui est ici correspond simplement à... Le 16 carré x 32, ça va être la forme, la longueur de notre vecteur en entier, puisque c'est 16 carré pour la taille de l'image, et 32 pour la profondeur de l'image. Donc nous commençons avec une image de 64 par 64, et on la réduit deux fois, donc on divise deux fois ces dimensions par deux, donc on obtient 16 carré, fois 32 pour la profondeur. Et le moins 1, c'est juste pour dire, on va traiter plusieurs images en même temps, donc moins 1, c'est pour dire, je ne sais pas combien d'images je vais traiter en même temps, à toi de le calculer. Puis, nous allons faire deux multiplications matricielles. Encore une fois, le 16 carré x 32, c'est la taille du vecteur d'entrée, et le 100, c'est la taille du vecteur de sortie. Ça permet de définir la forme de la matrice qui va multiplier notre vecteur. La deuxième opération, qui va prendre une entrée, un vecteur de longueur 100, et il va sortir un vecteur de longueur 2. 2, ça va être notre vecteur qui représente chien ou chat. Donc un vecteur de deux probabilités. La première, la probabilité que ce soit un chien, et la deuxième, la probabilité que ce soit un chat. Entre chacune de ces opérations, on va appliquer une fonction non linéaire qu'on va appeler relu. Celle-ci permet de créer une fonction f de x. Une composition de fonctions linéaires va toujours donner une fonction linéaire. Donc, composer des fonctions non linéaires, comme la relu que nous voyons ici, avec les convolutions et les multiplications matricielles, va permettre d'avoir un f de x, donc un réseau de neurones qui est capable de représenter une fonction non linéaire. Et la fonction qui passe des images d'entrée qui représentent des chiens et des chats au concept de chien et de chat est clairement non linéaire, puisque les fonctions linéaires sont très simples. Donc ceci permet d'approximer n'importe quelle fonction. Donc c'est très, très important. Et c'est un petit peu arbitraire comme choix, puisque les chercheurs, qui ont développé les réseaux de neurones, ont essayé plein de fonctions non linéaires, toutes plus compliquées les unes que les autres, puis ils ont découvert que cette fonction, qui était très très simple, marche mieux que toutes les autres fonctions. On obtient des meilleurs résultats en utilisant cette fonction non linéaire que toute autre fonction. On va maintenant implémenter la fonction conv, qui va être notre convolution, comme décrite ici. La convolution va appeler des fonctions de TensorFlow qui sont un petit peu plus fondamentales. Donc le n est égal à noyau de 1, noyau de 2, noyau de 3. Alors nos deux paramètres d'entrée vont être l'entrée qui va être une liste d'images et noyau qui va être la forme de notre noyau de convolution. Donc les deux premiers nombres du noyau sont la largeur et la hauteur, le troisième la profondeur de l'image d'entrée et le quatrième la profondeur de l'image de sortie. Le n que nous calculons ici, c'est un détail mathématique qui va permettre d'initialiser de manière aléatoire les paramètres de notre convolution, donc d'initialiser notre noyau de manière aléatoire pour que la fonction reste stable, pour qu'elle ne soit pas totalement implausible et qu'on puisse la modifier peu à peu pour obtenir une fonction un petit peu plus plausible. W ici va correspondre à notre noyau. Donc
truncated normal, c'est simplement une distribution gaussienne pour ceux qui ont fait un petit peu de probabilité. Il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est simplement une valeur aléatoire qui permet d'initialiser notre noyau. Et on va stocker ça dans une variable TensorFlow. Le B ici, c'est ce qu'on va appeler notre biais. Donc A, rappelez-vous la fonction linéaire AX plus B. Ici, le A va correspondre à notre noyau de convolution et le B va correspondre à notre biais, ce qu'on appelle notre biais. Donc c'est simplement un vecteur on fait une addition après notre multiplication parce que cela permet d'avoir un petit peu plus d'expressivité. Notre fonction va apprendre plus facilement. Encore l'initialisation, on initialise à 0 et c'est assez arbitraire, mais il s'avère que ça marche bien, ça permet de garder une fonction stable. Puis on effectue notre convolution avec un appel TensorFlow. Le premier paramètre est l'entrée, le deuxième le noyau. Le troisième est un petit peu plus intéressant. Ici, nous n'en avons pas besoin, donc c'est simplement le pas, la taille du pas du noyau. C'est-à-dire que le noyau va faire un pas dans chaque dimension de 1. Donc il ne va jamais sauter de pixels. Si on faisait un pas dans la dimension de la largeur de 2, notre noyau avancerait de 2 pixels par 2 pixels, donc il aurait moins l'occasion de détecter les angles, parce qu'il suffirait qu'un angle soit moins bien placé pour que le noyau le rate. Donc on préfère garder un pas de 1. Et le paramètre same, c'est simplement pour dire que nous aimerions garder une image de sortie de même largeur et de même hauteur que notre image d'entrée. Donc pour faire ceci, TensorFlow va entourer notre image de pixels blancs pour que la convolution, lorsqu'elle réduira l'image, comme vous avez vu dans l'exemple que je vous ai donné, donne une image de même largeur et de même hauteur que notre image d'entrée. Puis on ajoute le biais. Et enfin, on applique la fonction non linéaire relue pour terminer notre convolution. Ceci est le graphe qui va être généré par TensorFlow pour représenter notre convolution. Tout en bas à gauche, nous voyons truncated normal qui va être la valeur pour initialiser notre noyau W. Puis nous voyons une convolution avec l'appel de la fonction conv de D qui va agir sur notre entrée qui rentre par le trait gris et qui va appliquer une convolution à notre entrée à l'aide de notre noyau en vert. Puis nous additionnons la sortie de cette opération avec le biais. Enfin, on applique relu et la fonction sort. Maintenant, nous allons implémenter la fonction pool. C'est simplement une réduction de résolution, donc ça permet, c'est très simple à implémenter. On appelle une fonction TensorFlow qui le fait tout seul. Le premier paramètre va être notre entrée, et les deux paramètres suivants vont être l'équivalent de la taille du pas. Donc la première liste de nombres va correspondre à la réduction de résolution que nous souhaitons faire. Le premier paramètre de cette liste de nombres, le 1, va correspondre à la réduction de résolution dans la première dimension. Donc dans la liste d'images, nous ne souhaitons pas réduire la taille de la liste d'images. Les deux suivants vont être la largeur et la hauteur. Et le dernier va être la profondeur de notre image. Encore une fois, on ne souhaite pas détruire la profondeur, on souhaite garder la même profondeur. Et on veut seulement diviser la largeur et la hauteur par 2. La deuxième liste de nombres représente le pas de notre filtre. Donc nous cherchons à avoir le même pas que notre réduction de résolution. À savoir, nous ne cherchons pas à sauter de pixels et nous ne cherchons pas à voir un pixel 2 fois. Nous cherchons à avoir exactement une segmentation de carré de 2 par 2. Et le same ici est similaire. Nous cherchons, si le same implique que si nous avons une image de largeur et de hauteur impaires, on ne peut pas diviser par 2 immédiatement. Nous allons alors rajouter des zéros pour faire en sorte que notre image puisse être segmentée en des carrés de 2 par 2. Puis nous allons implémenter l'opération de la multiplication matricielle. Donc on va d'abord écraser notre image en un vecteur, puis multiplier notre vecteur par une matrice. Donc encore une fois, c'est très similaire à notre convolution puisque chaque vecteur colonne de notre matrice va correspondre à une sorte de noyau qui va multiplier, donc qui va un produit scalaire avec notre entrée. Donc un produit scalaire avec notre entrée et notre noyau, pour ceux qui ont fait un petit peu de maths, ça va être si les vecteurs sont similaires, s'ils pointent dans la même direction, alors le produit scalaire sera maximal. Mais si les vecteurs sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'ils correspondent à deux choses très différentes, notre produit scalaire sera proche de 0. Donc ici, nous avons des vecteurs colonnes qui cherchent à détecter des choses dans notre image. Ils vont détecter, par exemple, s'il y a une oreille, une deuxième oreille, des yeux, une texture qui ressemble à de la fourrure. Et grâce à ces informations, ils vont pouvoir déterminer si une image représente un chien ou un chat. L'implémentation est très simple. Encore un petit n qui permet d'initialiser nos valeurs de manière plausible. Le premier paramètre de notre fonction est l'entrée, et la deuxième va correspondre à la forme de notre matrice. Le premier nombre de la forme va correspondre à la taille du vecteur d'entrée, et le deuxième nombre de la forme va correspondre à la taille du vecteur de sortie.
nous initialisons les paramètres de la même manière que nous initialisons les convolutions. Puis on effectue la multiplication matricielle et on ajoute le biais. Ici, on va appliquer la fonction non linéaire, encore une fois. Le graphe généré est très similaire à la convolution. Nous avons simplement modifié l'opération de convolution, substitué l'opération de convolution par une multiplication matricielle, et les paramètres ne correspondent pas tout à fait aux mêmes choses. Alors, pour implémenter notre fonction, nous devons d'abord importer notre jeu de données, donc les images de chien et de chat, et les labels de chien et de chat associés. Donc, ce sont deux listes, et chaque élément de la liste a un élément correspondant dans l'autre liste. La première image de chien a son label, au premier label de cette liste. Puis nous allons utiliser les fonctions fondamentales de TensorFlow, le placeholder dont je vous avais parlé, qui va correspondre à l'entrée de notre programme, l'entrée de notre intelligence artificielle, qui va prendre la forme 64 par 64, c'est la taille d'une image, et le 3 pour RGB, pour 3 channels. Le non ici correspond encore à un paramètre indéterminé, nous ne savons pas combien d'images nous allons traiter en même temps. Et le type tf.float32, c'est pour permettre à nos cartes graphiques de faire du calcul, puisqu'on ne peut pas utiliser n'importe quel type, elle supporte uniquement le float32, pas le float64. f de x va être simplement modèle de x, donc ici nous compilons une fonction, nous n'exécutons pas la fonction, on crée un graphe TensorFlow qui va être capable, qui représente notre fonction et qui lui va être capable de s'exécuter sur des entrées arbitraires. Et y va être notre placeholder pour les labels. Nous allons pouvoir rentrer dans le graphe TensorFlow de l'information sur le label réel de l'image. Donc ici f de x représente ce que nous obtenons à partir de notre fonction aujourd'hui. Donc f de x va représenter la croyance, en fait, la réflexion de notre intelligence artificielle, qui va dire ceci est un chien ou ceci est un chat, et le label va représenter la vérité. Et donc nous allons chercher à minimiser, en fait, pour apprendre à minimiser la différence entre ce que l'on veut et ce que l'on a. Et c'est représenté mathématiquement par ce qu'on appelle une fonction de coût. Une fonction de coût représente littéralement la différence entre ce que l'on veut et ce que l'on a. Ici, c'est le carré entre la différence, donc c'est-à-dire que plus ce carré est grand, plus la différence va être grande, et donc nous allons chercher à minimiser le coût. Donc minimiser la différence entre ce que l'on veut, la vérité, et ce que l'on a, ce que notre intelligence pense. Pour faire ceci, on va utiliser un algorithme qui s'appelle la descente gradiente. Alors ici, c'est une image, c'est x carré tout simplement, c'est une image d'une fonction, et la tangente en bleu représente la dérivée de cette fonction. Elle représente la pente à un certain point. En calculant la pente à un certain point, nous calculons la direction dans laquelle il faut aller pour descendre, pour minimiser notre fonction. L'algorithme est suivant. Pour minimiser un coût, nous initialisons notre P, notre entrée, de manière aléatoire, puis nous allons itérer sur un calcul de gradient, donc la dérivée, on va calculer la dérivée de notre fonction, puis on va bouger dans la direction inverse, opposée à la dérivée. Donc, puisque notre dérivée représente la direction dans laquelle la fonction monte, nous allons aller à l'opposé et nous allons descendre. Donc c'est comme une boule qui descend au fond d'un ravin. Il faut imaginer que notre fonction de coût va être une vallée qui peut être plus ou moins compliquée, plus ou moins dimensionnelle. Donc nous allons descendre en jetant une boule et en la laissant trouver le minimum. Et le minimum va correspondre à une fonction qui est capable de discriminer entre un chien et un chat, puisqu'elle est très proche de la vérité. Un autre exemple. Le coût final. Ceci, pour dériver par rapport à nos paramètres, à nos noyaux, on va soit être un chercheur, un mathématicien très très fort, on va dériver des convolutions, des multiplications, une fonction très très compliquée par rapport aux paramètres, donc aux matrices et aux noyaux de convolution. Soit on va utiliser TensorFlow, qui va le faire pour nous. Donc on va représenter notre coût, tout simplement, avec une autre fonction de coût qui est un petit peu arbitraire, mais elle représente la même chose que celle que je vous ai présentée. Puis nous allons représenter une opération qui va elle aussi être insérée dans le graphe TensorFlow, qui va représenter un pas dans notre descente gradiente. Donc elle va représenter une suite de gradients, un calcul de gradient et une modification du noyau accordément. Donc on calcule la dérivée par rapport au noyau, ce qui nous donne l'information sur comment modifier le noyau afin que notre coût soit inférieur à celui d'aujourd'hui. Puis, nous allons appeler ce qu'on appelle une session TensorFlow, ce qui va permettre de créer une interaction entre le graphe que nous avons compilé et Python.
Nous allons faire tourner déjà l'initialisation des variables de manière aléatoire, puis nous allons implémenter la descente gradiente, à savoir nous allons choisir des images de manière aléatoire, puis dériver par rapport à ces images, par rapport au noyau, en utilisant l'information des images, et faire tourner l'opération, le pas, donc modifier les noyaux, en capturant l'information que les images et les labels nous donnent. Donc nous avons des images d'entrée, ce qui nous permet de calculer ce que le réseau pense, donc f de x. Nous pouvons comparer au label y. Enfin, calculer la fonction de coût avec f de x et y, donc f de x moins y au carré. Puis, dériver ceci par rapport au noyau, aux matrices, aux paramètres de f de x. Et enfin, modifier les noyaux et les paramètres de manière à diminuer le coût. Et ceci, TensorFlow le fait en entier lorsqu'on appelle 16.run de step. Le feed dect ici est simplement un moyen de passer, d'initialiser les valeurs des placeholders dont je vous avais parlé à des valeurs concrètes. Donc nous allons passer des images concrètes que nous avons dans notre jeu de données. Nous allons les placer dans le placeholder, puis dire à TensorFlow d'exécuter le graphe qui représente notre fonction et de modifier nos noyaux accordément. Donc c'est comme ça que se passe l'apprentissage. Maintenant, TensorFlow ne sert pas que à apprendre des fonctions. En fait, le grand problème des chercheurs, c'est qu'ils étaient capables de faire tout ça avant TensorFlow, mais ils ne sont pas des développeurs, ils ne savent pas coder aussi bien que des développeurs. Donc, je ne sais pas coder, j'avais besoin de TensorFlow afin de faire des choses comme ceci. Vous avez tous fait du test-driven development ici. Eh bien, les chercheurs devaient faire ceci, mais de manière assez redondante, puisque pour apprendre un réseau de neurones, pour apprendre une intelligence artificielle, il y a énormément de paramètres dont nous ne connaissons pas réellement les conséquences. Par exemple, l'initialisation aléatoire de nos poids, de nos noyaux et de nos matrices va beaucoup influer sur la performance finale de notre intelligence artificielle. Il y a aussi la taille du pas que nous allons prendre. Donc nous décidons de modifier les noyaux avec une certaine... Nous pouvons les modifier énormément ou très peu en une seule opération. Très peu, cela permet d'être précis, mais énormément. Un grand pas va permettre d'apprendre plus rapidement. On ne sait pas comment initialiser la taille de ce pas, encore une fois. Il y a beaucoup de paramètres sur lesquels nous avons le contrôle, mais nous ne savons pas comment les optimiser. Donc nous allons devoir tester. Souvent, ça ressemble un petit peu à ceci, l'ICEDOL devant une intelligence artificielle qu'il ne comprend pas. Encore une fois, on doit tester, recommencer. Puis TensorFlow a introduit TensorBoard. TensorBoard, c'est vraiment génial parce que ça permet d'observer vraiment l'évolution de notre intelligence artificielle lorsqu'elle apprend. J'ai une petite démo préparée pour vous, que j'ai fait tourner. Donc, TensorBoard ici va représenter l'apprentissage de notre réseau de neurones sur les chiens et les chats. Alors, ici, c'est la valeur de la précision sur notre jeu de données. Au début de l'apprentissage, elle est très faible. On commence à moins de 5% de précision, ce qui est très étonnant. Le réseau dit vraiment n'importe quoi. Puis, on va s'approcher peu à peu vers 100% de précision. Et le coût est similaire. En fait, il faut regarder que lorsque le coût descend, la précision augmente. Donc, lorsque nous arrivons à minimiser la différence entre le coût, entre ce qu'on veut et ce que l'on a, la précision, notre capacité à prédire si une image est un chien ou un chat, augmente. Alors cette démo, je n'ai pas réussi à la faire tourner sur les chiens et les chats puisque l'ordinateur que j'ai devant moi est un petit peu trop petit. Mais ça permet aussi, TensorBoard permet aussi de voir les images d'entrée. Donc en fait, un des plus grands problèmes d'un chercheur en machine learning, ça va être le traitement de données, le pré-traitement de données avant l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Plusieurs fois, j'ai travaillé énormément d'heures sur une intelligence artificielle avant de me rendre compte que mes données d'entrée étaient à l'envers, ou aléatoires, ou corrompues. Ce qui expliquait pourquoi j'ai passé 3 heures à optimiser quelque chose qui ne marche pas du tout. Ça permet de tester de manière efficace TensorBoard. Ceci, c'est un autre paramètre de TensorBoard qui va permettre de visualiser nos noyaux et nos matrices d'entrée, nos matrices de paramètres qui permettent de faire les couches, ce que j'appelle les couches denses. Elles représentent les valeurs au fur et à mesure du temps. Donc en fait, on voit qu'elles sont relativement plausibles. Nous n'avons pas des valeurs, nous n'avons pas des noyaux qui prennent des valeurs excessivement grandes ou excessivement petites. Elles sont relativement plausibles, elles évoluent de manière stable. Ça permet de savoir que notre réseau n'est pas explosif, il est compréhensible. Il a une grande chance de marcher, et si ceci ne ressemble à rien, alors il faut vérifier les données d'entrée.
Le contrôle de version, c'est quelque chose qui n'existe pas en intelligence artificielle avant TensorFlow, encore une fois. Vous tous, vous utilisez GitHub ou Bitbucket ou énormément de choses et vous considérez le contrôle de version comme quelque chose de fondamental. Le chercheur n'a pas le luxe du développeur, il ne sait pas coder. Donc, il ne sait pas faire de contrôle de version. Donc encore une fois, il a beaucoup de problèmes. Il ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, il ne sait pas si, par exemple, s'il cherche à construire un serveur qui va être capable de discriminer entre les chiens et les chats pour les autres, il ne sait pas quelle version de son apprentissage, de son intelligence artificielle tourne, il ne sait pas laquelle utiliser. Mais grâce à TensorFlow, une extension de TensorFlow qui s'appelle TensorFlow Serving, le chercheur peut faire ça, puisque ce n'est pas lui qui le fait, c'est TensorFlow. Le modèle est très simple, en fait. Je suis sûr que vous avez vu beaucoup de modèles comparables. Tout à gauche, nous avons notre système de fichiers avec nos versions de modèles, un modèle entraîné en version 1, puis une version 2 avec des données différentes. Et tout à droite, le client qui va faire des requêtes en RPC. TensorFlow Serving est au milieu. Il va récupérer une requête, charger un modèle d'une certaine version, puis répondre à la requête, tout simplement. Le chercheur, ce qu'il peut faire derrière, c'est choisir combien du trafic rediriger vers le modèle numéro 1 ou vers le modèle numéro 2. Il peut aussi décider que si un modèle atteint une performance trop mauvaise, alors il est supprimé et on passe à une autre version d'un modèle. Il peut aussi faire des mises à jour automatiques sur le modèle en apprenant à partir de nouvelles données. Je travaillais par exemple dans une boîte cet été où ils avaient l'ambition d'utiliser des nouvelles données qu'ils obtenaient en production toutes les semaines pour entraîner des nouveaux modèles avec des données mises à jour dont ils avaient espoir qu'ils battent leur record en termes de précision. Ils cherchaient à extraire des informations de, par exemple, votre carte d'identité ou votre RIB pour être capable de vous inscrire chez Boursorama sans avoir à aller chez Boursorama, sur Internet tout simplement, en envoyant des photos de votre RIB. Et eux, derrière, ils font de l'extraction de cette information, ils vont extraire votre IBAN à partir simplement d'une photo. Donc l'idée, c'était d'avoir des modèles qui étaient de meilleurs en meilleurs, de mieux en mieux, sans avoir à le faire à la main, puisqu'ils ne savent pas le faire à la main. Alors je voudrais remercier, tout d'abord, 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé à préparer cette présentation et à simplement être à BDX.io. Donc Valérie Sevel m'a invité au Geneva Jug, ça m'a permis d'avoir beaucoup de feedback sur ma présentation devant un Java User Group. Il ne codait pas en Python, il ne connaissait pas TensorFlow, et donc j'ai dû apprendre à être compréhensible, ce qui est difficile pour un matheux. Et James Weaver, qui m'a invité à postuler à Devoxx de l'année dernière, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a lancé dans les présentations. Alors je sais que c'est un sujet où il y a souvent beaucoup de questions, puisque c'est un sujet matheux. Donc je prévoyais de nous laisser 10 minutes pour discuter. Donc si quelqu'un a des questions, allez-y. Micro. Il y a un moment où tu parles des réductions qui permettent de faire des optimisations ou des agrégations, mais du coup tu vas faire des sortes d'approximations à la fin. Comment toi tu choisis à quel endroit faire une réduction, à quel endroit ne pas en faire, et est-ce que c'est à l'expérience ou est-ce qu'il y a des façons de faire, des bonnes pratiques? Souvent ça ressemble un petit peu à ça. On ne sait pas. Souvent c'est à l'intuition, c'est-à-dire qu'on se dit je sais que j'ai besoin d'une certaine performance, donc il faut que je fasse une réduction de résolution, il faut que je fasse un minimum de réduction de résolution, il faut que je parte avec des données d'entrée qui ne sont pas très larges. On ne fait jamais du HD, ça n'existe pas un réseau de neurones qui travaille sur du 1920 sur 1080. Ici c'était en 64 par 64. Et souvent on va travailler avec du 256 par 256. Puis les réductions de résolution qu'on va faire sont... Alors il y a plusieurs modèles types qui ont été observés, qu'il s'avère qu'ils marchent assez bien. Donc souvent, il y a des compétitions qui sont organisées dans lesquelles les chercheurs créent les architectures ou composent des fonctions de manière à avoir le meilleur score. Et on a réalisé que souvent, composer 2 convolutions
puis une réduction de résolution plusieurs fois. Ça permet d'avoir un réseau de neurones relativement stable et assez facile à apprendre. Ça marche bien. Il y a des raisons intuitives pour lesquelles ça marche bien, mais il n'y a personne qui a réussi à faire une preuve mathématique qui expliquerait pourquoi, réellement, concrètement, ça marche mieux. Souvent, on dit qu'il faut faire des réductions de résolution de manière régulière, puisqu'elles permettent d'agréger l'information, et une convolution a un champ de vision limité. Elle a un champ de vision de 3 pixels par 3 pixels. Si on agit uniquement sur des résolutions de 3 pixels par 3 pixels, ce qu'on va détecter, il n'y a pas grand-chose à détecter en fait, sur une image, sur une région de seulement 3 par 3. Puis si on fait une réduction de résolution, par contre, on améliore le champ de vision des convolutions suivantes énormément. C'est-à-dire que puisque l'image est réduite, l'information est agrégée, alors une convolution qui agit sur du 3 par 3 va voir un pourcentage plus grand de l'image. Donc elle va pouvoir détecter des informations beaucoup plus importantes. Et derrière, on va mettre des multiplications matricielles parce que elles ont accès à de l'information globale. Elles ne voient pas une sous-région, elles voient l'image entière, même si cette image elle est représentée par un vecteur. Ils vont être capables de regarder absolument toute l'image et de prendre une décision à partir de l'image pour dire ceci est bien un chien ou ceci est bien une voiture. Les convolutions sont seulement, elles servent à construire des caractéristiques que les multiplications matricielles vont utiliser pour prendre une décision. Bonjour. Une question enfin c'est dans la même lignée, hein, c'est un peu pour être un peu plus générique. On voit qu'il y a beaucoup d'intuition qui rentre en jeu. Est-ce qu'il y a il y a de plus en plus d'outils pour aider à coder des architectures de réseaux de neurones profondes? Le souci qu'il y a souvent, c'est comment on choisit son architecture. Donc, c'est lié à la question précédente. Hein. Et du coup, pour le traitement d'image, il y a pas mal de bonnes pratiques. On sait qu'on peut partir sur du convolutionnel, c'est pas mal. Il y a tout un tas d'autres problèmes où on veut utiliser du deep learning. Est-ce qu'il y a des axes de recherche aujourd'hui sur l'apprentissage et la sélection automatique d'une architecture cible en fonction d'un jeu de données d'entrée? Alors, le problème, c'est que, comme beaucoup de problèmes en machine learning, il y a une approche à une solution, mais c'est Google, et on n'est pas Google. Ils ont une approche qui s'appelle AutoML, qu'ils font tourner sur des ordinateurs avec plusieurs centaines de teraflops sur plusieurs semaines, et ça coûte cher. Et il y a qu'eux qui ont, en fait, ils ont créé un type d'ordinateur, un type de processeur qui s'appelle un TPU, un Tensor Processing Unit, un ordinateur TPU avec 4 TPU est doué de 178 teraflops de calcul. Devant moi, mon processeur il a 27 gigaflops, donc il me faudrait quelques milliers d'ordinateurs pour approcher à un de leurs ordinateurs. Souvent, on va entraîner sur des cartes graphiques, donc des GPU, qui vont s'approcher de plus ou moins 10 teraflops de calcul. Donc en fait, si on veut le faire par machine, la sélection d'une architecture automatiquement, si on veut le faire par machine, si on veut le faire automatiquement, il faut être Google. Sinon, on fait de la recherche sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont approché beaucoup de problèmes avec énormément d'architectures différentes. Par exemple, en traitement de langage, souvent c'est très pratique d'être capable de... Google Traduction, par exemple, est construit sur un système de réseau de neurones. Et ceci est un site de traduction qui est très impressionnant, qui marche sur des réseaux de neurones. Et l'idée derrière, ce ne sont pas des convolutions en fait, ce sont ce qu'on appelle des réseaux de neurones récurrents. Et l'idée, c'est d'avoir une fonction qui prend en entrée une entrée arbitraire, donc ça peut être une image, ça peut être une lettre, ça peut être un mot, et une autre entrée qui va correspondre à la sortie de la fonction d'avant. Donc en fait, c'est une fonction qui va s'appeler elle-même plusieurs fois, elle est en quelque sorte récurrente. Et ça permet de traiter des structures de données qui sont de longueur arbitraire, comme des phrases. Donc ça, c'est une architecture qu'on utilise en traitement de langage, par exemple. En traitement de langage, on va aussi utiliser des convolutions en une dimension, donc ils vont agir sur une convolution dont le filtre est de hauteur 1 et de largeur 3, on pourrait dire ça comme ça, et chaque pixel va représenter une lettre. Et donc on va associer chaque lettre à un vecteur en 26 dimensions. Donc le premier élément va être 1 si la lettre est A et le reste 0. Bref, une seule dimension, un seul élément de ce vecteur va être 1.
Et on va avoir des convolutions qui vont agir du coup au niveau de la lettre. Et ces convolutions permettent de transformer notre phrase en quelque chose d'un petit peu plus abstrait. Et à partir de cette chose abstraite, on va essayer de générer une nouvelle phrase dans une langue différente. Donc en fait, on a une sorte de langage médiateur qui est une représentation abstraite sous forme de vecteur. Et ce langage médiateur peut être traduit en n'importe quel autre langage. C'est les idées derrière ce genre de problème. Et il y a énormément de problèmes de structure très différentes. Par exemple, Netflix a besoin de faire de la recommandation de films. Et pour ceci, ils utilisent quelque chose de très très différent. Ils n'ont pas de fonction à proprement parler. Ils ont une représentation de l'utilisateur et du film sous forme de vecteur. Donc un utilisateur, c'est un vecteur en n dimensions, et un film, c'est un vecteur en n dimensions. Et le produit scalaire des deux doit être égal au score que l'utilisateur a donné à ce film. Donc s'il a donné 3 étoiles, le produit scalaire doit être égal à 3 étoiles. Maintenant, on a énormément, Netflix, ils ont énormément de données, ils ont énormément d'utilisateurs qui ont noté certains films. Donc ils sont capables de trouver ces vecteurs tels que leur produit scalaire soit égal à une certaine valeur, alors score choisi. Et en trouvant ces vecteurs, puisqu'il y a, en fait, il y a énormément de liens entre utilisateur et film. Si l'utilisateur 1 a donné un certain score à tel film, et que l'utilisateur 2 a donné le même score, souvent les vecteurs vont être très proches. Donc on va créer des groupes, des profils types d'utilisateurs et des profils types de films. Et à partir de ceci, on va être capable de trouver des nouveaux films à recommander à un utilisateur, puisqu'on sait que cet utilisateur, on a appris un vecteur à l'utilisateur qui est capable de, son produit scalaire est précis, c'est-à-dire qu'il donne le même score. Grâce au modèle de l'utilisateur, nous donnons les mêmes scores au film qu'il a regardé que les scores que lui-même a donnés, donc la vérité est proche de ce que l'on veut. Puis on va multiplier ce vecteur d'utilisateur par un nouveau vecteur d'un film qu'il n'a jamais vu, et ça va donner un score prédit pour ce film. Et c'est comme ça qu'ils font de la recommandation. Bref, il y a énormément d'architectures différentes, énormément de modélisation de problèmes différents. Et ici, j'ai utilisé des convolutions parce qu'ils respectent la structure de l'image. Ils sont utilisés ailleurs en traitement d'image, et donc souvent, c'est un bon départ. Oui, on ne va plus avoir de temps pour les questions. Il est 50, on va s'arrêter là. Merci à toi. Merci.